Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle session live de la discussion de la semaine sur le thème placebo et thérapie manuelle. Avec moi aujourd'hui j'ai Jeanne, diplômée 2024 de l'école IDEO Nantes et donc qui a fait son sujet de mémoire sur le placebo dans la pratique clinique en ostéopathie. Quelle est la véritable place de l'effet placebo au sein d'une consultation ostéopathique? Avec nous, nous avons également Maxime Paris, diplômé de l'année 2023, également d'IDEO Nantes, et qui a fait un Master 2 dans l'éthique dans la santé. Et donc il nous parlera justement de l'éthique dans notre prise en charge en ostéopathie. Bonjour à tous, donc pour commencer cette présentation, on va débuter avec quelques définitions pour être sûr qu'on ait tous bien les mêmes notions pour commencer. Alors, on va parler donc aujourd'hui du placebo, mais de manière générale, ce que je voudrais aussi définir, c'est l'effet contextuel. L'effet contextuel, ça va être tous les effets qui sont produits par l'environnement thérapeutique, mais ils peuvent être à la fois positifs, donc on parlera du placebo, mais aussi négatifs, donc là on parlera du nocebo. Le placebo, en fait, c'est une partie des effets contextuels qui sont possibles. Et ensuite, ce qu'on va chercher à bien définir, et ce que Maxime distinguera bien après au niveau éthique, c'est donc le placebo, qui est la substance ou l'intervention, donc par exemple une pilule de sucre ou une manipulation. Et ensuite, on a l'effet placebo, qui lui est la réponse physiologique et psychologique qui est reçue par le patient. Donc c'est vraiment toute la cascade hormonale et chimique qui se produit dans le corps au moment où le patient reçoit un placebo. Pour mettre un petit peu de contexte, donc, pourquoi on s'intéresse à ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en fait, l'effet placebo et plus globalement, on va parler d'effets contextuels, c'est des concepts qui sont connus depuis un certain moment, mais qui sont de plus en plus étudiés et de plus en plus d'actualité, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une part d'effets contextuels qui est indéniable en santé, en soins et notamment en thérapie manuelle, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là où avant c'était surtout décrit pour tout ce qui était pharmaceutique ou médicaments, on se rend compte que ça touche autant, voire même plus, la thérapie manuelle et surtout que ça soulève des questions éthiques pour nos prises en charge et pour l'aspect clinique que ça implique. Là, on va se demander aujourd'hui quelle est la place de l'effet placebo dans une consultation, et on va vraiment axer les choses sur la partie clinique et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour majoriser ou maximiser peut-être cet effet placebo. Est-ce que c'est important de le prendre en compte ou est-ce qu'on peut s'en passer sans problème? Un petit point assez rapide sur la neurophysiologie de cet effet placebo et de ses effets contextuels. Hem, Globalement, ça se passe plutôt au niveau du cerveau. C'est plutôt en lien avec les zones qui sont déjà activées lors de la douleur, qui sont toutes les zones qu'on voit ici. Et ces différents cortex, en fait, ils vont, soit être plus activés dans le cas d'un placebo, dans certaines, zones, soit ils vont être sous-activés dans les zones de réponse à la douleur. Globalement, quand, le patient est soumis à un placebo, les zones qui codent pour la douleur seront sous-activées. Les zones qui codent pour, les côtés affectifs de la douleur, les caractéristiques, sociales et cetera, donc avec l'amygdale par exemple, elles vont être suractivées et on a également les contrôles descendants de la douleur, donc avec les endorphines, donc les molécules, endogènes qu'on produit naturellement, qui vont venir, réduire la douleur ou du moins comme dans d'autres processus, vont venir fixer, sur les récepteurs pour empêcher la douleur, d'aller jusqu'au cerveau ou alors en descendant à l'inverse. L'effet placebo, il repose principalement sur 2 grands principes que sont les attentes et le conditionnement. Alors les attentes, c'est tout ce que le patient imagine, avant une consultation ou avant un soin. C'est toutes les choses auxquelles, il s'attend à enfin toutes les choses qu'il s'attend à recevoir, en allant par exemple, chez le médecin, chez l'ostéopathe, chez le chirurgien. Et donc c'est tout ce qu'il va projeter sur l'environnement du soin. Donc c'est plutôt conscient et c'est plutôt des choses qui sont objectivables. Et ensuite, on distingue le conditionnement, donc c'est plutôt, l'association entre un stimulus neutre et un effet, qui peut devenir positif ou négatif. Et là, ça a trait plutôt aux expériences passées du patient, notamment si,
le patient a une mauvaise expérience avec un ostéopathe, il projettera, cette expérience sur la prochaine consultation et ça peut être, donc un effet, négatif, donc un effet nocebo. On parle de plus en plus aussi du cerveau bayésien, donc qui est un cerveau, prédictif qu'on a tous et qui calcule en permanence les choses les plus probables, d'arriver pour nous permettre d'avoir une représentation la plus juste, de ce qui se passe et de ce qu'il y a, entre nous. L'effet placebo dans une consultation, où est-ce qu'il, dans quoi est-ce qu'on peut l'observer le plus? Il y a 5 grandes catégories, voire peut-être une sixième qui sont importantes. On a déjà tout ce qui est relatif aux soins en lui-même. Donc ça, c'est plutôt les effets, spécifiques, si on peut dire. Donc c'est les effets qui ont attrait au traitement qu'on va donner, s'il est agréable ou non, si c'est ce à quoi le patient s'attend ou non, si c'est des choses plutôt agréables ou pas. Ensuite, on va avoir tout ce qui est relatif au thérapeute, sa manière de se présenter, l'état d'esprit dans lequel il est, comment il est, son apparence, sa tenue et cetera. Et ensuite, on a ce qui se joue entre le patient et le praticien. Donc bien évidemment, la communication surtout, l'alliance thérapeutique, la confiance qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre et on a également ce qui est relatif au patient, donc ce qu'on a vu précédemment, les attentes, les croyances, mais aussi l'état d'esprit et on verra, ça c'est vraiment des choses qui sont, différentes d'un patient à l'autre et c'est peut-être là où il y a le plus de variabilité, d'une consultation à une autre. Il y a également l'environnement qui est important. Évidemment, si l'environnement est propre et calme et cetera, c'est quand même plus favorable, aux soins et il y a un sixième facteur qui est de plus en plus, mis en évidence, qui est pas forcément, le plus facile à appréhender parce que, il peut paraître un peu moins concret que les autres, un peu moins direct, mais ce sont les facteurs développementaux et socioculturels, du patient. Donc sa représentation, du monde médical, du soin, ses expériences passées et cetera, sa compréhension de ce qui lui arrive et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. On l'a OK. vu au niveau personnel, c'est ce qui va le plus varier d'un patient à l'autre parce que normalement le praticien va rester le même et cetera et puis l'environnement de soins va rester le même. Mais par contre, je trouvais ça intéressant de mettre en lumière un peu ce qui peut varier d'une personne à une autre. Là-dessus, il y en a qui sont un peu sujets à débat. Dans ceux où on est à peu près sûr, que ça fait partie des effets contextuels, il y a donc les expériences passées et les attentes, donc le conditionnement et les attentes. Le conditionnement par l'observation, ça va être par exemple, le patient qui observe, le patient d'avant qui va sortir de la consultation en voilà, en ayant l'air, détendu donc on va apprendre des schémas et des gens qui sont autour de nous. Hem et on a également 2 choses qui sont un peu plus en recherche, on va dire, c'est l'état d'esprit et la motivation du patient. Il semblerait que l'optimisme, de manière assez globale, soit plutôt un facteur, pronostic d'effet placebo, là où le pessimisme ou l'anxiété, serait plutôt vecteur d'effet nocebo. Après toutes les études sont pas forcément d'accord les unes avec les autres, mais c'est une piste, de réflexion en tout cas. On a également un papier qui parlait de l'écoute de soi et de l'autogestion. Les gens qui sont, assez concentrés sur, leur douleur et sur leurs ressentis, sont plus sujets à l'effet placebo ou nocebo que les gens qui, ont moins conscience d'eux-mêmes ou du coup qui écoutent un petit peu moins, leurs ressentis. Évidemment, ça soulève des considérations éthiques, donc Maxime, nous en parlera juste après, parce que c'est plutôt lui l'expert sur le sujet. Et globalement sur l'action thérapeutique, donc on va distinguer les effets non spécifiques et les effets spécifiques qui sont vraiment attraits au traitement qu'on va produire. En ostéopathie et en thérapie manuelle, plus globalement, on a évidemment du mal à estimer nos effets spécifiques déjà de base et donc l'effet non spécifique est également un peu compliqué à mesurer, de manière générale. On a quand même enfin, j'ai quand même cherché à voir si on pouvait, mesurer un peu cet effet placebo dans les consultations, et j'ai trouvé des chiffres intéressants, à savoir que, au niveau dans une étude, publiée en 2023, on voit que 51,5 des professionnels de santé francophones pardon, les professionnels de santé francophones estiment à 51,5 les effets contextuels d'un traitement.
Donc c'est une étude qui a été faite sur, une large population au niveau de la Belgique, la Suisse et la France et on a un écart type qui est assez énorme puisqu'il est de 17,9. Donc on voit que l'estimation, elle est vraiment pas, la même, selon les personnes qui sont, interrogées. Et si on zoome un peu, par exemple, sur une pathologie, dans le traitement des lombalgies chroniques, on a un papier qui estime à 66 l'effet non spécifique dans le traitement, un chiffre qui paraît énorme comme ça parce que c'est, plus de la moitié et qui est quand même intéressant, à regarder. On a souvent une grande variabilité dans les chiffres qui sont annoncés, et ça peut, par exemple, être expliqué par une confusion entre les groupes témoins et placebo. En effet, dans les études scientifiques, il est intéressant d'avoir ce qu'on appelle 3 branches. Donc une branche où on a un traitement, une branche où on donne un traitement placebo et une branche où on ne donne rien du tout, pour être sûr qu'on distingue bien les témoins et les placebos. Et il y a une étude qui est sortie, assez récemment là, et qui est aussi intéressante. Donc bah, si jamais il y a des gens qui ont des avis ou des commentaires dessus, n'hésitez pas à en faire part. Mais donc dans cette, publication-là, c'est la ESAT Varial de 2024. On estime à 71 le taux d'effet contextuel d'une manipulation. Donc c'est quelque chose qui est voilà, qui est vraiment énorme, et encore ça, c'est à court terme parce que ce qui est intéressant dans la publication, c'est qu'on a également une donnée à court terme et moyen terme aussi, donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, on voit que, il y a d'autres choses comme, par exemple, le dry needling qui en prend beaucoup et on peut aussi parler de la mobilisation parce que ça fait partie de la thérapie manuelle qui est aussi à 87 donc des chiffres qui sont vraiment assez élevés. Pour parler un petit peu de la recherche, c'est vrai que c'est pas forcément, des choses qui sont évidentes à analyser et en recherche et en pratique, on a quand même des choses, assez, assez différentes. On pourra en parler un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Pour revenir vraiment au cœur du sujet, donc que sont, les implications cliniques vraiment de ces effets contextuels, en consultation, on voit qu'ils sont, estimés à peu près entre 50 et 80 de nos consultations, donc ils sont pas négligeables. Maintenant qu'on sait qu'ils sont là, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Hem, pour moi, les 4 points qui sont vraiment importants, c'est ceux qui sont listés juste ici. Heu, il y a pas mal d'études qui mettent en avant qu'en fait, les compétences personnelles et professionnelles, elles sont quand même très importantes. Ce qui a trait au praticien en lui-même, donc son professionnalisme, il passe par sa technicité, il passe par sa communication, il passe par, son aisance relationnelle. Donc en fait, il faut pas, mettre de côté, le fait de vouloir être compétent dans son domaine, le fait d'avoir des effets non spécifiques, ça nous dédouane pas en quelque sorte d'être, bon par exemple en manipulation ou bon en entretien motivationnel ou bon en relation thérapeutique et en fait toutes ces compétences-là, même si elles font pas l'entièreté du traitement, on voit qu'elles sont quand même importantes et ça je trouvais ça intéressant. On voit qu'une prise en charge centrée patient, bon c'est très bateau parce que c'est de plus en plus, mis en avant comme paradigme, mais c'est vraiment important dans le sens où on l'a vu, il y a des différences interindividuelles très fortes chez le patient et peut-être que, le fait de venir, questionner un peu les expériences passées, de demander au patient quelles sont ses attentes et ben ça nous permet un peu de cerner, le patient, dans sa globalité et le fait d'aller un petit peu plus loin que seulement sa douleur, ça peut nous permettre de maximiser un peu cet effet placebo, et de potentialiser un peu le traitement qu'on va proposer. Une deuxième chose, c'est l'alliance thérapeutique. Évidemment, elle passe beaucoup par la communication. S'il y a une relation de confiance qui s'installe et si le patient se sent écouté, on l'a vu, c'est quelque chose qui va majorer, ces effets contextuels et les emmener plutôt vers un effet placebo. Quelque chose qui est important aussi et qui est pas mal revenu dans les articles que j'ai pu lire, et qui m'avait un peu étonnée, c'était vraiment la ritualité du soin. A priori, c'est quelque chose qui, permet aux patients d'être vraiment, en confiance
Et le fait d'avoir un déroulé clair du soin où le patient sait exactement, ce qui va se passer pour lui, c'est quelque chose de rassurant et c'est quelque chose qui augmente énormément les effets contextuels. Donc encore une fois, c'est important quand, peut-être une personne n'est jamais venue, chez l'ostéopathe, de lui expliquer comment ça va se passer, de lui détailler un peu les points, les étapes de la consultation, pour qu'il sache à quoi s'attendre et qu'il puisse, entre guillemets, être plus favorable à ces effets contextuels. En conclusion, donc pour ma partie, heu, il y avait dans une des publications, une phrase qui disait qu'il y a pas de traitement plus efficace que les effets contextuels. C'est une phrase qui est lourde de sens et surtout qui montre que voilà, on peut c'est difficile maintenant, qu'on en est conscient à ce point-là de faire sans, et ça veut pas dire qu'il faut, uniquement se cacher derrière ces effets contextuels. D'ailleurs, c'est des choses qui peuvent être un peu décriées ou voilà, un peu critiquées. Il y a une notion qui est très intéressante, c'est la notion de placebo ouvert. Donc on en parlera un peu en lien avec l'éthique, pour Maxime, mais un placebo ouvert, c'est un placebo où le patient est conscient qu'il va recevoir un placebo. Donc, par exemple, le patient entre et on lui dit: «Bah, monsieur, vous allez prendre une pilule, qui n'a aucun effet, mais il est qui n'a pas d'effet, actif, mais il est possible que ça vous apporte quand même un bénéfice et en fait, on voit que, dans la plupart des cas, il y a un bénéfice réel, sur le patient et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir, la relation dose-effet ou d'extension de dose. C'est-à-dire que si le patient prend un traitement pendant 2 semaines, il est possible que, le traitement se prolonge, par exemple, une troisième semaine, via l'effet placebo si le patient continue à prendre une pilule, même si elle est, inerte grâce au conditionnement qu'on a vu un petit peu avant. Hem, donc des choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte. On pourra discuter un peu plus longuement des placebos ouverts, avec, Clément et avec Maxime. Mais donc important de ne pas se cacher derrière ça et d'avoir quand même des bonnes compétences en triage, parce que, le fait de compter uniquement sur les effets spécifiques, ça peut, avoir le penchant inverse qui est de négliger un peu les compétences, les plus importantes et les plus vitales, notamment en termes de triage. Donc, voilà, savoir reconnaître, des patients qui nécessitent d'autres soins, de réorienter et cetera et tout ça avec une bonne communication pour essayer de maximiser vraiment toutes nos chances, d'avoir des effets contextuels qui soient positifs pour le patient. Merci Donc beaucoup. voilà, j'ai beaucoup parlé. Non, mais c'était vraiment Je te nickel, hein, rends la c'était bien. parole. Je pense qu'il fallait hein, cette phase quand même de présentation. Alors, on a eu le petit Oui. couac de son au début sur une définition, je crois, sur ce Mmh. que c'est le côté placebo. On peut en revenir un peu dessus si besoin. Euh, N'hésitez pas à nous poser les Ouais, questions faut pas hésiter directement. à Hein. dire ouais. Ouais, si vous avez le moindre question, Mmh. que ce soit sur YouTube ou sur Discord, on a vos retours hein, directement. Est-ce que là, tu avais des choses déjà à rajouter par rapport à ça? Une chose intéressante, c'était, bah, notamment sur les définitions du début, c'est vrai que la différence entre placebo, effet placebo, effet contextuel et cetera, je me rends compte qu'en fait, c'est à la fin de mon mémoire que j'ai, vraiment compris, les nuances et les choses, différentes à ce niveau-là. Mhm. C'est vrai que dans les publications, on en parlait avec Maxime, il y a pas longtemps, dans les publications notamment, bah, donc toutes, en anglais, souvent en fait le terme de placebo est utilisé à la place du terme, d'effet placebo et donc en fait ça induit une petite confusion parfois entre, le placebo donc l'intervention ou la substance et l'effet placebo donc qui est, toute la cascade de réactions, qui peut se produire, à l'intérieur et je me rends enfin chez le patient et je me rends compte que c'est vraiment des choses que j'ai comprises, que vers la fin de mon mémoire et pareil, je pense que si c'était à refaire, je parlerais plutôt d'effets contextuels, dans la consultation que d'effets, placebo parce qu'en fait, c'est un peu difficile de différencier les 2. Il y a toujours un petit peu de nocebo et c'est pas une limite aussi définie que ce que je pensais de base. Ok. Merci beaucoup hein, pour cette présentation. De toute façon, on refera après une petite partie questions-réponses pour Mmh refaire mh. un peu le point sur tout ça.
Maxime, je te laisse enchaîner. Ouais. À toi, Maxime. Super. Et du coup, merci Jeanne pour toutes ces définitions, ce contexte, tout ça. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de l'éthique autour du placebo. Donc, comment on peut utiliser, est-ce qu'il faut utiliser le placebo, dans quelle situation, et comment on peut ou est-ce qu'il faut utiliser les effets contextuels. Hop. Pour commencer, je donne une toute petite définition de l'éthique. L'éthique, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain, et plus précisément à la conduite des individus en société. Moi, j'ai fait un master en éthique du soin, donc je suis surtout intéressé à tous ces comportements humains, donc les relations entre le patient, le praticien, entre les praticiens entre eux, autour de ce milieu de la santé. Les démarches éthiques, on a tous des questions en éthique où on se dit oui c'est ça ou non c'est pas ça, avec un avis assez tranché. Dans les faits, il y a une méthode pour répondre aux questions éthiques. En premier lieu, c'est une problématique pratique ou clinique ou théorique qui va être là, entre autres, faut-il utiliser le placebo? Avec ça, on va pouvoir réceptionner les faits, les témoignages. Donc ça peut être dans le cadre d'une problématique clinique, ça va être ce qu'en pense le patient, ce qu'en pensent les praticiens. Dans le cadre d'une question un peu plus théorique, ça va être que disent les études, que disent l'expérience des praticiens, l'expérience des patients. Ensuite, on va utiliser un cadre. Il en existe plusieurs, je vais en évoquer 2 ce soir. On fait un récapitulatif et ensuite on expose un avis. Je précise bien qu'on expose un avis parce que ce que je vais vous dire là, c'est mon point de vue en fonction des arguments que j'ai reçus et en fonction de ma propre expérience. Il est possible que vous ayez, vous, dans votre expérience, des arguments qui puissent différer et ce sera du coup très intéressant d'en débattre. Tout ça pour dire que mon avis reste mon avis, il est possible que vous en ayez des différents. Je vais commencer du coup pour le placebo. En ostéo, un placebo, une thérapie sans substance active, c'est assez difficile à définir. Moi, je l'ai défini plutôt comme un toucher thérapeutique, dans le sens où on pose la main sur le patient, mais on n'a pas pour objectif d'effectuer une manipulation, une mobilisation. On donne on fait comme si la consultation était réelle, comme une autre, sans avoir pour but d'effectuer de traitement. Les effets contextuels, donc notamment les effets placebo, justement, c'est tout ce qu'on va mettre en place dans la consultation pour avoir un effet positif ou négatif, comme l'a expliqué Jeanne tout à l'heure. Je vais commencer par le placebo. Pour savoir si l'utilisation du placebo peut être éthique, je me base sur le cadre éthique le plus connu qui s'appelle le principisme de Beauchamp et Childress, qui est composé de 4 principes. L'objectif de ce cadre-là, c'est que on a des définitions pour chaque principe, et nous, on doit savoir si est-ce que utiliser le placebo répond à ce principe-là. Une fois qu'on a étudié les 4 principes, on est en mesure de se dire, en hiérarchisant les principes, ok, dans cette situation, utiliser un placebo, ça peut être éthique, dans une autre, ça l'est pas. Là, je vais me concentrer beaucoup plus sur la clinique. La première notion du principisme, c'est l'autonomie. L'autonomie du patient, elle réside dans le devoir de se conformer au libre choix du patient en s'assurant par exemple de son consentement éclairé. Est-ce qu'utiliser du placebo, ça peut permettre l'autonomie du patient? La réponse, elle est à la fois oui et non. Non, parce que un placebo, généralement, on le dit pas au patient. Si on le dit pas au patient, on le trompe. Et dans ce cas-là, on peut pas respecter son autonomie puisqu'il ne peut pas consentir à quelque chose dont il n'est pas au courant. La subtilité, elle est justement dans ce que disait Jeanne, en disant le placebo, il peut être ouvert. Donc on peut dire au patient qu'il y a du placebo dans cette thérapie. Et là, dans ce cas-là, le patient, il peut consentir à l'utilisation du placebo. Et dans ce cas-là, ça respecte le principe d'autonomie. Voilà. Sur le principe de bienfaisance. Le principe de bienfaisance, il repose sur la nécessité de contribuer au bonheur de tous et donc sur le fait d'apporter des bienfaits. Toujours la même question, est-ce que le placebo peut être bienfaisant? En premier lieu, oui, parce que le praticien cherche à avoir des effets bénéfiques. On a vu que avoir du placebo, ça pouvait donner des effets bénéfiques. Par contre, il y a une subtilité dont je parlerai après. S'il existe un meilleur traitement, le placebo a une chance d'entraîner un retard de soins.
Et ça, ça peut être préjudiciable. Donc encore une fois, est-ce que c'est bienfaisant? On cherche à être bienfaisant, il y a quand même un risque que ça ne le soit pas. Troisième principe, c'est ce qu'on appelle la non-malfaisance, qui vient généralement un peu s'opposer à la bienfaisance. Le principe de non-malfaisance s'inspire du primum non nocere, d'inspiration hippocratique, qui signifie principalement ne pas nuire. Le fait de fournir un placebo ne devrait pas, n'a aucune intention de nuire ni aux patients ni aux praticiens. Il faut tout de même faire attention au risque d'erreur de diagnostic. Le fait de donner un placebo pourrait nous faire dire bon, j'ai pas besoin de faire de diagnostic d'opportunité parce que de toute façon, ce que je fais, c'est du placebo. Ce gros risque-là, il est à prendre en compte. Il faut toujours faire attention à éliminer tout ce qui peut être grave pour éviter les risques de diagnostic. Et enfin, le principe de justice, c'est le fait que de fournir les mêmes chances à chaque individu, entre autres aujourd'hui à chaque patient. Les mêmes chances, c'est pas forcément une question d'égalité pure. C'est une question d'équité. Ça veut dire que chaque patient vient avec son expérience, son histoire, et on ne peut pas donner la même substance à tout le monde. Il va forcément y avoir des effets qui vont changer, il va forcément y avoir une relation avec le patient qui va changer. Néanmoins, à chaque patient, on serait en mesure de donner du placebo. Ce qui veut donc dire que ça respecte le principe de justice. Si je conclue sur ce petit cadre du principisme, pour l'utilisation du placebo, on peut voir que l'autonomie, elle n'est pas forcément respectée si c'est pas un placebo ouvert. C'est pas toujours bienfaisant si on sait qu'il y a un meilleur traitement. Je pense notamment à de la chirurgie, un traitement antibiotique, un anti-inflammatoire, que sais-je. Par contre, ça fait pas de mal et c'est plutôt juste. De manière générale, dans ce cas-là, le placebo, on a plutôt tendance à ne pas vouloir l'utiliser en consultation parce que ça respecte généralement pas l'autonomie du patient. Donc ça veut dire que faire juste un simulacre de consultation pour faire que du placebo, c'est pas forcément éthique. La subtilité arrive dans l'utilisation des effets placebo. Pour les effets placebo, je vais utiliser un autre cadre qui s'appelle le cadre de Cass. J'aurais pu utiliser le principisme, mais j'aime bien vous montrer plusieurs cadres. Ce cadre-là, il est composé de 7 questions qui vont à la suite et qui permettent à la fin de nous donner une idée de est-ce qu'il faut l'utiliser. Première question, c'est quels sont les objectifs du programme, donc quels sont les objectifs d'utiliser l'effet placebo. On sait, comme l'a dit Jeanne, qu'il y a une amélioration de la réponse placebo et donc de la santé, et que ça a une diminution des effets nocebo qui pourraient, au contraire, aggraver la douleur ou le ressenti du patient. Quelle est l'efficacité de ce projet? C'est ce que Jeanne nous a expliqué. On voit que les effets contextuels et les effets placebo, c'est à peu près, moi j'ai eu des études qui allaient de 30 à 80% d'effets supplémentaires. Et donc, ça améliore la prise en charge du patient. Quels sont les fardeaux ou les désavantages prévus ou possibles de ce programme? Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des erreurs de diagnostic. En se basant seulement sur des effets placebo et en ayant une amélioration suite aux effets placebo, on peut partir du principe que c'est bon, c'est ma technique qui a fonctionné, tout va bien, le patient va mieux grâce à ce que j'ai fait. Or, c'est plutôt de l'effet placebo qui aurait eu un impact et qui pourrait donc nous amener sur une mauvaise piste. Le risque, c'est que si le patient revient, on soit tenté de refaire la même manipulation qui n'a aucun effet en soi. Également, ça peut entraîner des investigations inutiles. C'est l'inverse. Si jamais le patient répond très bien à une thérapie, on peut vouloir creuser à fond sur cette thérapie et oublier d'aller vérifier d'autres pistes. C'est ce qu'on appelle souvent les hypothèses. Il y a une hypothèse qui est validée, on a tendance à foncer sur cette hypothèse, alors que si ça se trouve, elle n'a rien à voir, elle est juste modulée par les effets placebo. L'autre risque, c'est de créer une dépendance du patient. Le patient, par ses effets placebo, pourrait se dire « Ok, super, c'est l'ostéopathe qui m'a soigné », et il n'y a pas forcément d'éducation thérapeutique qui peuvent suivre. Et enfin, il peut y avoir une atteinte du consentement du patient,
Pourquoi ? Parce que le patient peut se dire « super, c'est l'ostéopathe qui m'a aidé, ce sont ces manipulations », alors qu'en fait, il y a une grande part d'effet placebo. Pour minimiser ça, il peut être bon d'expliquer justement que la thérapie manuelle a des effets, mais on sait aussi que les effets contextuels ont une grande part dans ce traitement. Généralement, en cabinet, ça se passe où le patient nous dit « ah bah, hier j'avais mal, j'ai pris rendez-vous, et là, bizarrement, quand j'arrive au cabinet, j'ai plus mal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas ». Le rassurer sur cette phrase-là en lui disant « c'est normal, ça fait partie des effets, le simple fait de prendre rendez-vous, ça a déjà des effets qu'on appelle contextuels, c'est déjà le fait de minimiser ses désavantages ». C'est ce que je disais là. Les fardeaux peuvent-ils être minimisés ? Oui, en expliquant les techniques et donc en expliquant au maximum les effets qu'on connaît, donc qui sont à la fois les effets spécifiques et les effets non spécifiques. Et pour contrer les erreurs de diagnostic, d'effectuer systématiquement un examen, un diagnostic précis. Enfin, la même question se pose que dans l'autre cadre, le programme est-il mis en œuvre de façon équitable ? Chaque patient peut bénéficier des effets placebo de manière proportionnée. Ça veut dire que chaque patient qui prend rendez-vous dans votre cabinet aura des effets contextuels, qui seront généralement les mêmes. Je pense par exemple, le cabinet restera le même, notre attitude restera globalement la même si elle se modulera en fonction du patient. Et enfin, la dernière question qui nous permet de nous dire est-ce que c'est éthique d'utiliser les effets placebo, c'est comment parvenir à un équilibre équitable entre les avantages et les fardeaux. Moi, j'ai ma réponse. Ma réponse, c'est ce que je vous ai expliqué en expliquant aux patients, en modulant ces effets contextuels, en ayant un examen diagnostic précis, on limite à fond les désavantages pour permettre de maximiser les effets contextuels et donc la prise en charge du patient. Ma conclusion est donc que utiliser des effets contextuels est éthique. Pourquoi ? Parce qu'on enlève un maximum de fardeaux pour apporter le maximum d'avantages aux patients. Il est possible que vous, cette dernière phrase, c'est pour ça que je ne l'ai pas remplie, ça soit différent pour vous. Mes recommandations personnelles, du coup, c'est le placebo, on a plutôt tendance à éviter. Donc, encore une fois, c'est la substance inerte. Alors que les effets contextuels, on a plutôt tendance à les utiliser et à en avoir conscience, pour pouvoir en parler aux patients et pour pouvoir améliorer notre prise en charge. Je finirai par un dernier petit point sur la recherche dont on a parlé tout à l'heure avec Jade. Il existe dans le monde une déclaration qui s'appelle la déclaration d'Helsinki. Cette déclaration elle a pour but de décréter tout ce qui a le droit d'être fait en recherche et tout ce qui n'a surtout pas le droit d'être fait en recherche. Ça fait suite notamment à de grands scandales aux États-Unis sur l'utilisation de recherche abusive, notamment pour expliquer des théories raciales dans les années 1920, je crois. La déclaration d'Helsinki, ce qu'elle dit, c'est que l'objectif premier de la recherche médicale est de générer de nouvelles connaissances. Cet objectif ne doit jamais prévaloir sur les droits et les intérêts des personnes impliquées dans la recherche. Elle se concentre notamment sur les effets placebo, en disant que les bénéfices, les risques, les inconvénients, ainsi que l'efficacité d'une nouvelle intervention doivent être testés et comparés à ceux de la meilleure intervention avérée. Dans le cadre du placebo, ça veut dire que pour faire une recherche, si on sait qu'il y a déjà quelque chose qui fonctionne, on est obligé de tester notre nouveau traitement par rapport à ce produit qui fonctionne déjà. Si le placebo est moins efficace que ce produit-là, on n'est pas censé le comparer au placebo. Il existe quand même quelques exceptions qui sont marquées dans cette déclaration. Quand il n'y a pas d'interventions qui sont avérées, on peut comparer avec du placebo. Lorsque pour des raisons de méthodologie incontournables et scientifiquement fondées, l'utilisation de toute intervention moins efficace que la meilleure éprouvée est nécessaire afin de déterminer l'efficacité et la sécurité d'une intervention. Ça veut dire que si pour par exemple une nouvelle chirurgie, comparer avec du placebo peut être moins dangereux pour le patient ou plus simple à effectuer et qui pourrait donc améliorer les connaissances que ça peut apporter. Il faut faire quand même très attention, c'est que c'est très dur de justifier du fait qu'on n'a pas utilisé le meilleur traitement en cours. Et enfin, ce qui est le plus important, il ne faut pas que les patients courent de risques supplémentaires de préjudices graves ou irréversibles.
Dans le cadre du placebo, il faut surtout pas que le fait de comparer avec du placebo crée un retard de soins pour les patients du groupe témoin ou placebo. Du coup, la conclusion sur l'éthique de la recherche, c'est qu'on évite le placebo au maximum, normalement. Sauf quand on n'a pas le choix ou quand le patient est absolument pas mis en danger. Et encore une fois, il faut surtout faire attention, on ne retire pas le traitement médical d'un patient parce que, en l'absence d'autres arguments, c'est le traitement qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation, Maxime. Est-ce que, même là, Jeanne, est-ce que tu as des choses déjà à mettre en avant là par rapport à cette présentation? Est-ce qu'il y a des choses qui complètent ce que tu as fait aussi sur ton mémoire? Ouais, pour rebondir un peu sur ce que dit Maxime concernant le placebo ouvert, d'un point de vue vraiment plutôt la clinique et pas forcément en considération éthique. Il y avait aussi des recommandations d'un des articles que j'avais lus qui disait effectivement de faire attention à ces placebos ouverts également, donc des critiques ou des mises en garde à ce sujet, sur le fait qu'effectivement on peut avoir une perte de champ aussi si on les utilise de manière abusive. Et surtout, ce qui était mis en avant, c'est qu'on n'a pas encore de ligne de conduite ou de guide de bonne pratique sur ces placebos ouverts parce que c'est un concept relativement nouveau et en fait on ne sait pas exactement encore comment les utiliser. Par exemple, dans l'article, il disait que il y a une grosse différence entre dire à un patient que peut-être il va prendre un placebo et lui expliquer de manière globale ce que c'est un placebo, comment ça fonctionne, ce que ça peut lui apporter. Enfin, il faut quand même faire les choses bien, même si on en utilise, parce qu'en fait, si on laisse le patient dans un flou un petit peu, ça peut être délétère de la même façon qu'un placebo, ce qu'on peut dire avec déception. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir dans certaines études des formations au préalable, enfin, ou de l'éducation thérapeutique un peu, enfin, de l'éducation aux patients avant mince, les essais cliniques, par exemple, pour lui expliquer ce qu'est un effet placebo, comment ça peut marcher. Et là, dans le cadre des premières recherches sur les placebos ouverts, donc c'était à peu près en 2010. Enfin, les premiers que j'ai trouvés qui peuvent nous intéresser, c'était en 2010. C'était sur le côlon irritable et c'était sur des patients donc qui étaient atteints du syndrome du côlon irritable. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que ils expliquaient aux patients qu'ils allaient prendre une pilule donc qui n'avait pas d'effet actif sur ce trouble-là, mais que grâce à l'auto-guérison du corps ou à leur force naturelle, ils allaient pouvoir avoir quand même une amélioration sans que le principe actif agisse sur leur estomac, enfin sur leur côlon. Attention là-dessus parce qu'en fait, en réalisant l'étude, je voyais qu'elle est comparée à un groupe où il n'y a absolument pas de traitement. C'est-à-dire que c'est pas un groupe où on a mis un placebo fermé, on va dire. C'est un groupe où il y avait absolument pas de traitement et donc forcément, enfin, on n'a constaté aucune amélioration dans ce groupe-là, alors que sur le groupe placebo ouvert, effectivement, ils notent des améliorations de l'état des patients. Mais donc on se demandait avec Maxime s'ils avaient comparé un placebo ouvert et un placebo fermé pour la même pathologie ou quoi. En tout cas, moi, j'en ai pas, enfin, je l'ai pas lu là-dessus pendant mes recherches pour mémoire et là, j'ai pas eu d'articles là-dessus. En général, le placebo ouvert est quand même globalement comparé avec un groupe témoin qui n'a pas du tout de traitement, donc qui peut absolument pas développer d'effets contextuels du tout. Donc intéressant de voir que le placebo ouvert, ça répond à toutes ces questions d'éthique parce qu'effectivement, il n'y a pas de notion de tromperie. On a un consentement éclairé, enfin on peut avoir un consentement éclairé. Euh, et une deuxième notion importante, c'est que dans les essais cliniques, donc quand on prend en compte ce consentement éclairé, donc on fait signer au patient de toute façon avant tout essai sur le placebo, on lui fait signer une feuille comme quoi il reconnaît qu'il peut-être avoir un placebo et qu'il est d'accord avec ça. Là où en pratique clinique, dans nos consultations, c'est absolument pas la même chose.
On sait que les patients, ils viennent pour se faire soigner, ils viennent pas dans une démarche de scientifique ou quoi. Et donc là-dessus, c'est pas forcément transposable aussi facilement, je trouve, à notre pratique clinique, parce que avant la consultation, on fait pas signer au patient quoi que ce soit qui dit qu'on pourrait peut-être utiliser du placebo pour lui, enfin sur lui. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont mises en évidence par certaines études qui mettent un peu des limites ou du moins qui nuancent un peu cet effet placebo ouvert. Ok. Ouais. Vas-y Maxime, excuse-moi, vas-y. Non, moi j'allais simplement rajouter que l'utilisation de placebo en tant qu'ostéopathe est quand même très compliqué de toute façon à mettre en place. C'est très rare que vous fassiez du placebo. Il y a des effets placebo, c'est clair, des effets contextuels, mais du placebo pur, c'est très très rare. Très très compliqué, ouais. Ouais. Même dans la recherche, au final, on se rend compte que les protocoles placebo, pour qu'ils soient robustes, c'est compliqué parce qu'en fait, avec le toucher, on induit déjà des choses. Et puis, quelle différence entre une fausse et une vraie manipulation ou une vraie mobilisation? Enfin, c'est pas évident non plus, comme on connaît pas nos effets spécifiques précisément en thérapie manuelle, de dire quand on n'est pas dans l'effet spécifique, c'est assez flou et difficile aussi à dire, ouais, effectivement. Et moi, pardon, vas-y, bon, excuse-moi, vas-y. Je poserai après. Vas-y. En fait, c'était une question justement, est-ce que ça a vraiment un intérêt que nous, en tant que praticiens, est-ce que il y a un intérêt à l'évaluer en consultation, ou est-ce que on en a conscience et finalement, bon bah, c'est le dosage entre ce qui fait partie d'un effet spécifique ou enfin, on en a conscience qu'il y a peut-être peu d'effets spécifiques, mais est-ce que ça vaut le coup de vraiment savoir la marge d'effet placebo ou effet ce qui est de l'effet contextuel dans notre prise en charge? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'analyser, ou est-ce qu'on prend juste les datas et on fait un peu notre prise en charge en ayant au moins déjà le consentement du patient? C'est déjà pas mal. Je sais pas si c'était très clair. Oui, c'était clair. Je crois que ma réponse, ce serait que dans la recherche, etc., c'est quand même intéressant pour nous de jauger un petit peu la proportion que ça peut prendre. Par contre, dans la pratique clinique, de la pratique de tous les jours, moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est de se dire, d'essayer d'évaluer pour chaque patient si on a des effets contextuels forts ou pas. Je m'explique. Le fait de creuser les attentes, le fait de creuser les expériences passées, ça peut nous permettre de nous dire: «Ah bah là, chez ce patient-là, bah, il va peut-être falloir que, j'amène des effets contextuels», enfin, ou du moins que j'en sois consciente, que comme il y a eu une mauvaise expérience avant, bah, ça peut être un effet contextuel important de pas faire de manipulation, ou du moins de l'amener progressivement. Ou alors quelqu'un qui a beaucoup de questions et qui semble pas forcément très au courant de comment ça se passe. L'explication au patient, là, elle peut être peut-être plus importante que chez un autre patient qui n'a pas forcément de questions ou d'attente de réponses très précises. Je pense que c'est plutôt intéressant pour nous d'évaluer au cas par cas. Alors ça peut passer par les drapeaux aussi qu'on connaît pour la plupart, les drapeaux cliniques, donc bleu, noir, etc. Donc les drapeaux psychosociaux, les drapeaux sur la chronicité de la douleur, les choses comme ça, pour adapter notre consultation et notre langage aux patients. Par contre, savoir si dans cette consultation-là, on avait 70% d'effets contextuels, je trouve effectivement que c'est pas pertinent. Mais pour adapter à chaque patient une consultation, le fait de prendre en compte tous les facteurs qui peuvent agir sur lui, ça peut être important. Et puis après, nous, avoir à l'esprit que l'environnement, notre professionnalisme, notre tenue, ça joue. Et ben peut-être que voilà, c'est des choses faciles à mettre en place en cabinet et qui peuvent augmenter l'effet contextuel de manière significative, juste en ayant un environnement propre et accueillant et apaisant. Ça peut passer par de la musique, enfin c'est cliché, mais
Voilà, savoir que en étant propre sur soi, en étant professionnel, peut-être en se formant pour avoir des compétences en communication, on peut augmenter ses effets. Ça, par contre, je pense que c'est plus intéressant effectivement qu'une évaluation brute qui paraît un peu compliquée, comme tu disais, Clément. Et vas-y Maxime, et j'aurais 2 sous-questions du coup après ça, mais... Moi, je vais apporter une nuance. Moi, je trouve ça intéressant quand même d'avoir une idée globale, de quantifier un petit peu l'effet contextuel, pour 2 raisons. Déjà, comme je disais tout à l'heure, pour pas faire de faux diagnostics, pour pas rater un diagnostic d'opportunité, et aussi dans le cadre d'un suivi. Si un patient revient 6 mois après et qu'il nous dit ça a super bien marché, et en fait, essayer de comprendre si c'est vraiment notre effet manipulatoire spécifique ou si c'est vraiment que de l'effet non spécifique qui a eu un impact. Toujours pour nous aiguiller sur comment prendre en charge le patient, est-ce qu'il faut rediriger, est-ce qu'il n'y a pas besoin. Si c'est surtout de l'effet contextuel, le patient ira bien dans tous les cas, tout va bien. Si c'est vraiment, on se rend compte que c'était, j'en sais rien, on a déterminé une structure qui pouvait être un petit peu plus peut-être pas pathologique, on traite pas de pathologie, mais c'est vraiment la structure qui est douloureuse. Et qu'on se rend compte que c'est vraiment une technique sur une structure qui a permis la bonne prise en charge du patient, c'est important de le noter en se disant, bon, ok, cette fois-ci, c'est plutôt ma technique qui semble avoir eu de l'effet. Sans en être sûr, on ne peut pas en être sûr. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est des effets contextuels qui ont eu un impact. Et comme ça, la fois d'après, s'il y a une fois d'après, nous, on peut déjà avoir un avis en regardant notre ancienne consultation de, ok, pourquoi j'ai l'impression que ça a marché chez ce patient. Du coup, ça refait la petite passerelle avec ce que je voulais. On a déjà un peu discuté avant off, mais au cas où, si vous qui nous écoutez là sur le Discord ou sur YouTube, si vous avez par exemple des sources sur le phénotypage un peu des patients qui pourraient répondre plus ou moins à tel type de stimuli, ça peut être intéressant. Donc, en tout cas, moi, j'en ai pas. A priori, vous en aviez pas non plus en off. Et donc voilà. Si vous avez des ressources sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Et aussi, alors, j'avais d'anciens trucs, mais il faudra peut-être que je mette un jour un peu tout ça, mais un peu un listing des éléments qui influent la consultation. Alors, je me souviens, on avait le prénom sur une blouse, le type de blouse, la musique. Est-ce que vous avez un peu une source là sous la main ou des choses? Je sais pas si tu vois encore mon stream. Comment? Tu vois encore mon stream là sur YouTube? Là, je crois que c'est le tien là, celui-là. Définition. Ouais, carrément. Moi, j'avais trouvé en faisant ma recherche une définition des effets des facteurs contextuels. C'était 12 thérapeutes qui s'étaient réunis pour justement essayer d'établir une définition la plus complète des facteurs contextuels. Et dans la définition, justement, ils donnaient pas mal d'exemples de ce qui influait sur la consultation. Donc, c'est à la fois les facteurs personnels du patient, donc son histoire, culturels, physiques, environnementaux et rhétoriques. Donc il y a la communication verbale, non verbale, il va y avoir est-ce qu'il y a des plantes dans le cabinet, la lumière du cabinet, voilà. Et il y a la bibliographie qui est juste en dessous, et je sais que dans cet article-là, ils essayaient justement de creuser ces éléments pour dire ce facteur-là pourrait rentrer dans les facteurs contextuels, celui-ci peut-être moins. Ouais. Ok, mais sans forcément non plus avoir de sources en disant ok, on voit que avoir une plante agit, mais on ne sait pas si c'est positivement ou négativement. Du coup, non. On sait juste que ça a un effet, mais on n'en sait pas forcément plus, quoi. C'est ça. C'était juste un consensus de professionnels, mais qui ne donne pas de source en plus en disant je sais que la plante va amener tant de pourcentage ou tant de. Ça, on ne sait pas le quantifier. Ok. En tout cas, j'ai rien trouvé qui. Non, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant dans les prochaines années, d'essayer de voir si, en tout cas, on a une espèce de référentiel de choses qui pourraient nous influencer, et dans tel sens, ou que ce soit dans un effet positif ou négatif, en tout cas. Mm-hmm. Ok. Est-ce que, alors, je repose du coup une petite question là sur YouTube ou sur Discord, hein. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, hein. Que ce soit des rappels de définition ou même
partager vos ressources ou cas cliniques, n'hésitez pas. En tout cas, c'était vraiment une session intéressante. Je pense que faudra qu'on en refasse un peu plus des présentations mémoire. En tout cas, c'est la première session de présentation mémoire. Du coup, finalement, on n'avait pas vraiment fait avant de grosses présentations mémoire, donc autant commencer par un mémoire très intéressant, et au moins on pouvait faire cette passerelle-là avec vos deux compétences, donc ça c'était vraiment très chouette. Hop, je refais juste un petit tour sur le live ou sur YouTube. Non, j'ai pas de questions. Ouais, non. Ok, est-ce que là, par rapport à déjà ce qu'on a discuté, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? Tu parlais d'éléments de consultation donc qui peuvent influer. Moi, j'ai surtout retrouvé ce dont je parlais tout à l'heure, la ritualité du soin. Donc le fait que les choses se passent dans un ordre précis, connu par le patient, ça on sait que, enfin a priori, ça a vraiment un impact. Et après le fait que il y a le prix qui joue aussi. J'ai trouvé ça mais j'ai plus la source. C'est pour les soins médicaux en général. Plus c'est cher, en fait, plus plus il va y avoir un effet contextuel qui peut être positif. Donc, on peut peut-être l'extrapoler à la consultation, sans dire de faire des consultations à 100 €, hein, je pousse pas le marketing. Et il y a aussi le fait que le praticien ait du temps d'attente. En fait, psychologiquement, le patient, si le thérapeute a un petit peu de temps d'attente, et ben en fait, il va se conditionner à se dire que bah voilà, c'est qu'il est bon et que peut-être il va être plus efficace qu'un autre. Ok. En tout cas, c'est les choses dont je me souviens. Si j'ai des sources, je les mettrai dans le Discord. Mais c'est deux ou trois choses dont je me souvenais qui m'avaient un peu interpellée à ce niveau-là, qui étaient intéressantes quand même à savoir. Alors, pas forcément sur lesquelles on peut agir, mais j'avais entendu du coup, alors j'étais en train de regarder là justement une conférence sur le sujet, et il nuançait peut-être un tout petit peu. En fait, il faisait un peu la différence entre peut-être événements plus aigu et quelque chose de chronique, et il faisait un peu ce côté ça aussi, notoriété, où là peut-être sur quelque chose de plus aigu on veut la personne qui a peut-être le plus de qualité, en tout cas le listing, ou la personne qui fait peut-être le plus pro, contrairement à quelque chose qui va être peut-être sur un peu plus chronique, où là finalement c'est le côté plus bienveillant de la personne qui avait en tout cas des effets plus positifs sur la chose. Donc finalement bon, et je pense qu'il y a plein de facteurs, mais bon, je les cite, mais vous pouvez les trouver assez facilement sur Instagram. Il y a un compte qui semblait quand même assez intéressant, et c'est de là où j'ai vu la conférence. Donc c'est les placébologues. On peut retrouver facilement, et ils ont fait une conférence que j'ai pas encore finie, mais qui est vraiment assez intéressante, donc que je recommande, voilà, aux personnes. Okay. Et d'ailleurs, tu parlais de caractère aigu ou chronique. Je n'ai pas pu extrapoler à beaucoup de situations, mais je sais qu'il y a un article qui parlait de lombalgie, enfin d'effets spécifiques dans les lombalgies chroniques et aiguës, et en fait on avait plus d'effets placebo sur l'événement aigu que sur l'événement chronique. Okay. Alors je trouvais ça intéressant. Peut-être que les gens qui ont des pathologies chroniques, ils ont peut-être déjà essayé des choses et peut-être essuyé des échecs, donc peut-être qu'ils sont plus méfiants, enfin voilà, je sais pas. Peut-être qu'ils ont moins d'attente. thérapeute aussi, et peut-être qu'ils ont moins d'attente. Et je crois que c'était pour les lombalgies, et ça passait de 81 à 66%. Donc c'est quand même assez significatif comme changement. C'est dommage qu'on n'ait pas sur d'autres pathologies ou d'autres troubles, mais c'est quand même intéressant là-dessus de voir que il y a aussi ça à prendre en compte, peut-être quand le patient vient pour quelque chose de chronique. Bah voilà, savoir qu'il y a peut-être un peu moins d'effets contextuels. Voilà, peut-être. Ok. Bah ça c'est intéressant. Alors n'hésitez pas à partager aussi les sources. Alors c'est plus facile de le partager sur le Discord parce qu'on peut directement y avoir accès. Donc même les sources de ton mémoire, si tu es d'accord de les partager directement dans la discussion de la semaine. Donc c'est la 34 si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça. Si vous voulez aussi partager les présentations, c'est ok pour vous?
Ça me dérange pas. Oui, Ouais. sans souci. Ok, comme ça au moins les personnes peuvent retrouver directement toutes les sources. On va en mettre un peu aussi en description là de cette vidéo, mais on va aussi les remettre surtout sur le Discord parce que c'est là où il y a quand même le plus de data. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez... Ah ouais, vas-y Maxime. J'aime bien finir par une petite question sur les attentes, toujours un peu autour de l'éthique. C'est on dit que les attentes vont conditionner les effets contextuels. C'est une question auquel j'ai jamais su répondre, ou je me suis jamais trop posé la question encore. C'est par exemple un patient qui demande à se faire craquer quelque part, parce qu'il pense qu'il va avoir des effets, donc ça va être clairement que de l'effet contextuel. Est-ce qu'il faut le faire craquer ? Est-ce qu'il faut jouer à fond cette carte de l'effet contextuel, ou est-ce que là déjà on arrive dans du placebo ? Bah, je pense que ça plus dans de l'effet. Ça fait lien un peu à ce que tu avais dit avant en fait. Je dirais, s'il y a aucune contre-indication et que l'examen clinique en amont finalement montre que ça ne présente pas de risque, pour moi, je vois pas, si en tout cas ça fait partie de ses attentes et que ça peut être un levier pour faire en sorte qu'ils reprennent confiance ou ils reprennent une autonomie dans le mouvement, je vois pas pourquoi ce serait un frein, quoi. D'un autre côté, il y a un risque de dépendance du patient. Si dès qu'il aura cette douleur-là, il faudra absolument qu'il y ait un ostéo qui le fasse craquer. Mais si tu le fais sous forme de placebo ouvert, et pourquoi pas, tu vois, en lui expliquant que, ok, là, on peut faire cette technique-là, vous pouvez faire exactement la même chose à la maison, d'accord ? Vous pouvez faire, en fait, que vous fassiez craquer, qu'on fasse de la mobilité, globalement, en fait, on pourrait faire la même chose, quitte à vraiment, voilà, avoir cette discussion avec lui, et voilà, lui expliquer sur tout ça. Donc, je pense que ça peut être intéressant, ouais. Toi, c'est une bonne remarque, ouais. À tester en cabinet. Je sais qu'il y a des praticiens justement qui seraient offusqués par ta réponse en disant bah non, il n'y a pas à répondre, le praticien sait et faire craquer une zone non nécessaire, enfin qu'il considère comme non nécessaire, c'est de l'ordre de l'hérésie. Ouais. Maintenant, bon. Après, je me laisse la question un peu ouverte, mais c'est vrai que ça peut être une interrogation, une petite sous-interrogation sur ce genre de sujet-là, quoi. Ouais. Ouais. En fait, moi je le vois comme un levier. Après, tu vois, comme on pourrait faire comment on appelle ça, les techniques préparatoires en fait, en soi, c'est un peu la même chose. Hein, donc c'est un peu, c'est préparer peut-être, améliorer notre levier au traitement qu'on veut proposer aux patients, quoi. Ok. Est-ce que vous avez un petit mot de fin, une recommandation, un ouvrage ou un livre que vous proposez ? Moi, c'est une capsule vidéo, c'est pas un livre ou quoi, qui s'appelle... après, je pourrais la mettre dans le Discord carrément. Si les gens veulent, qui est en partenariat avec le CNRS, qui est une capsule qui porte plutôt sur le médicament, donc sur l'aspect médicamenteux du placebo, mais qui est très simple et très clair sur le placebo, tout ça, et son utilisation bien appel ou alors pour une petite introduction au sujet. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est animé, donc c'est très facile à regarder, et puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ouais, celle que tu nous envoyais là tout à l'heure, hein, c'était ça, hein ? C'est ça. Ouais. Ok, mon capsule. Par monsieur le dieu Antoine Crétal, ton dieu Clément. Saint-Crétal. Mais ouais, on pourra la partager sur le Discord et oui, carrément. Est-ce que tu as au-delà de l'aspect vidéo, est-ce que tu as un ouvrage ou quelque chose qui a fait évoluer peut-être ta pratique ces derniers mois ? Difficile question, hein, je sais bien. Un ouvrage difficile un petit peu. C'est plus quelque chose qui m'a intéressé, c'est à lire, mais c'est sur le... Alors, c'était sur quoi ? C'était sur le réflexe correcteur. Je crois que c'était... je fais du mal à me souvenir de qui c'était. Mais globalement, c'était des recherches sur l'effet correcteur. Quand on veut corriger le patient ou du moins démolir ses croyances de manière trop brutale, en fait, on risque de provoquer l'effet inverse. Ouais. Et il y avait tout un article intéressant sur l'agence EBP, c'est ça. Okay. L'agence EBP ont fait un article là-dessus sur leur blog, je crois.
et qui était très intéressant. Donc si jamais vous voulez aller lire ça, je recommande. Quitte à repartager aussi le lien dans la discussion, ouais, carrément. Top, merci. Et toi, Maxime, est-ce que tu as des choses à partager? Non. Moi, j'ai partagé un peu l'expérience personnelle. J'ai apprécié faire mon master parce que je trouve qu'on donne les moyens de réfléchir à des questions qu'on s'était même pas encore posées, des trucs qu'on fait naturellement au cabinet. Et le fait de réfléchir avec un cadre éthique, ne serait-ce que le principisme, qui est assez facile à utiliser, d'essayer de trouver tous les arguments pour et contre ce qu'on fait naturellement, ça nous pousse un peu plus à comprendre notre métier, en fait. Oui. Le pourquoi j'ai fait cette technique-là. Est-ce que ça respecte l'autonomie du patient? Est-ce que c'était pour son bien ou est-ce que c'était juste pour le mien? Parce que c'était plus simple. C'est plein de questions qui, moi, me font avancer un petit peu progressivement sur ma pratique. Donc, si vous voulez, je pourrais vous partager le cadre éthique. C'est très facile d'utilisation. Et ça permet de prendre 5 minutes pour réfléchir à mince, j'ai fait un truc très naturellement, mais pourquoi je demande à mon patient de se déshabiller? Oui. C'est une question. Alors que là, j'avais peut-être pas besoin. Et puis, ça permet de réfléchir un petit peu plus. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment ce qui va nous démarquer en tant qu'ostéo de tous les ostéos qui sont sur le marché. C'est toutes les techniques, on en connaît. Et on voit que ce qu'on peut moduler, c'est pourquoi on fait, comment on réfléchit à ce qu'on fait. Oui. Donc, ouais. Ok, top. Est-ce que tu as une conférence qui pourrait parler de ce sujet-là? Est-ce que tu as des choses... Non, là, je t'avoue que j'aurais rien comme ça sous la main. Je fais un peu l'autruche cette année, moi, donc... Pas de souci. C'était déjà très très bien. Ok, eh bien, en tout cas, merci à vous. Merci à vous. Merci à toi, Clément. C'était vraiment top. En petite recommandation, voilà, là, je regardais du coup cette conférence-là de Quentin Janico et de Jérémy Lejeune, donc c'est eux qui ont fait le compte Les Placébologues. Je les ai contactés pour voir s'ils pouvaient venir et discuter aujourd'hui. Alors je sais pas s'ils maintiennent beaucoup leur compte Insta, mais bon, peut-être une prochaine fois, ou en tout cas ils sont les bienvenus sur ce Discord s'ils veulent en discuter. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Et je vous dis très bonne soirée. Je vais faire un petit message de conclusion et je vous dis à la prochaine. Ça marche. Bonne soirée. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cette session live de placebo et thérapie manuelle. N'hésitez pas à partager et liker le contenu. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube ou directement à nous rejoindre sur notre Discord. Là-bas, vous pourrez trouver différents salons de discussion, que ce soit sur les thèmes de la santé en général, la thérapie manuelle et globalement les prises en charge en ostéopathie. Il y a également des salons de partage de cas cliniques pour discuter de nos échecs de prise en charge des patients. Vous pouvez également partager vos mémoires et discuter sur ces sujets. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé le contenu et je vous dis à la prochaine. Salut!